تفضلوا الزملاء نطلق العلم. Je crois que la majorité accepte qu'on parle, disons qu'on s'exprime en français. C'est mieux. Il n'y a pas d'objection. Donc, comme ça a été spécifié, donc nous entendons notre programme de la journée par la première communication. Le projet de donc, la première communication, d'après ce que je dis, c'est le contexte, programme et objectif de l'atelier par le docteur Bouzid Amel, directrice de la division agriculture et territoire et environnement du CREAD. Je pense qu'elle a devant elle le temps qui lui est imparti, 9h40, normalement 9h45, même si elle n'est pas 9h40, elle dépasse le temps qui lui est imparti. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais essayer de faire un petit rappel du projet de recherche. Donc, je vais essayer de présenter notre projet de recherche qui s'intitule Contribution des politiques agricoles et de la pêche à la sécurité alimentaire durable en Algérie, situation actuelle et prospective 2050. Donc, ce projet est domicilié au CREAD, il est dirigé par Dr. Seth Chorori. Les membres de ce projet est une équipe mixte des chercheurs du CREAD et nos collègues du ministère de la Pêche. Concernant notre projet et les objectifs et principaux résultats attendus, est une élaboration des scénarios prospectifs d'évolution de la sécurité alimentaire en Algérie en 2050 et des orientations stratégiques et politiques de soutien à 2035 et aussi susciter une réflexion collective, identifier les bases d'un réajustement et d'une mise en cohérence des stratégies de soutien orientées vers une sécurité alimentaire durable. Et à la fin, parmi ces objectifs aussi, il y a la mise en place au sein du CREAD et des parties prenantes d'une capacité, d'une compétence prospective stratégique telle que la maîtrise des outils et la veille prospective. Pour les étapes que nous avons menées jusqu'à présent dans le cadre de ce projet, donc nous avons analysé la rétrospective des politiques agricoles concernant la sécurité alimentaire entre 1962 et 2015. On a évalué les effets de ces politiques de soutien à la sécurité alimentaire entre 2000 et 2018. On a élaboré une base prospective. On a construit des scénarios prospectifs de la sécurité alimentaire pour 2050. On a articulé ces scénarios prospectifs de la stratégie de la sécurité alimentaire. Et maintenant, pratiquement, on est à la phase finale de ce projet. Donc, on va proposer des recommandations principales d'orientation et d'ajustement des politiques publiques de la sécurité alimentaire. Donc, les travaux réalisés jusqu'à aujourd'hui, donc il y a eu 2 ateliers de formation et d'appréhension des participants aux outils de la prospective. Donc, 2 ateliers ont été organisés au CREAD en novembre 2019. Il y avait l'atelier de formation prospective, donc l'alimentation de qualité en Algérie à l'aide de la transition numérique énergétique à l'SGP en 2019 aussi. Après, il y a eu le lancement officiel de ce projet en février 2021. Donc, il y a eu 3 ministres ont participé à l'ouverture ou bien au démarrage de ce projet. Donc, il y a eu la présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de la Pêche et de la Production halieutique et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective. Au titre des institutions nationales, donc, il y a eu la présence du président du CNASE, le directeur du MINSA et le directeur du CREAD. Pour les organisations et les instances internationales, donc il y a eu la FAO, l'OADA et le Plan de France, et aussi il y a eu la participation des représentants des départements ministériels, les centres de recherche et les organisations professionnelles. Le dernier atelier que nous avons organisé est celui de l'atelier prospectif au CNRDPA en avril 2021. Donc les prochaines étapes. Donc, il nous reste d'organiser 3 ateliers prospectifs d'orientation stratégique à 2035. Donc, le premier atelier, celui d'aujourd'hui.
qui s'intitule La prospective des innovations au service de la transition du système productif vers la sécurité alimentaire durable. Donc, le chef de projet va présenter les résultats de notre projet et aussi il est attendu de cette diversité professionnelle de participer ou de valider l'approche prospective adoptée par ce projet et aussi à préciser, à prioriser les recommandations et les orientations lors des ateliers. Il y aura probablement un autre atelier organisé par nos collègues de l'agriculture, tout ce qui est politique de soutien à l'agriculture et à la pêche. Donc, sans trop tarder, je passerai la parole à mes deux collègues, donc Halima Boudjeb et Kousseida, qui vont me présenter les deux travaux qui ont été déjà menés par le CREA sur la sécurité alimentaire, notamment l'innovation dans l'agriculture. Donc, Halima va présenter tout ce qui est innovation dans les exploitations et Kousseida, il va nous présenter le résultat du projet d'innovation dans le secteur de l'agro-industrie. Et pour ceci, je vous remercie. Merci madame. Je crois que la discussion on aura le groupe à la fin de... Oui, bien sûr. D'accord, donc je passe tout de suite la parole à monsieur... Madame Boudjeb Halima du CREA, intitulé son intervention, conclusion de l'étude 2018 du CREA, dynamique d'innovation dans les filières agricoles stratégiques. Parlez. Merci. Vous avez normalement 10 minutes. Merci, monsieur Mahouch. Pourtant, on se connaît déjà. Mais bon. Alors, c'est Halima Boudjeb du CREA, comme je le dis toujours, anciennement de l'INVA. Mon premier poste, je l'ai occupé ici à l'INVA. Alors, je vais quand même vous parler d'un travail qui a été fait par le CREA, un travail de recherche sur les innovations dans certaines filières agricoles. Le travail s'intitule Filière agricole stratégique et dynamique d'innovation en Algérie. Alors, l'objectif du travail, c'est de travailler sur les facteurs explicatifs de l'innovation dans plusieurs filières, comme je l'ai dit, considérées comme filières stratégiques. Il s'agit d'une filière céréalière, essentiellement le blé dur, la pomme de terre, la filière lait et la filière date. Donc pourquoi nous avons choisi ces filières? Je crois que vous en doutez plus un peu. Il y a bien sûr ces filières qui ont un caractère socio-économique stratégique qu'on va développer un peu dans la prochaine diapo. Et puis il y a certaines filières comme le blé et le lait un déficit en matière de couverture des besoins, donc qui sont complétés par les importations. Et puis pour toutes ces filières, quand même, il y a, surtout depuis les années 2000, une certaine dynamique de croissance qui se fait bien remarquer dans les statistiques qui concernent ces 4 filières. Donc il y a une évolution quand même remarquable en matière de production. Et puis pour certaines filières, surtout les dates, il y a un potentiel d'exportation important. Donc je ne vais pas détailler le contexte pour chaque filière en raison du temps qui m'est imparti, donc j'ai 10 minutes. Mais comme vous le savez tous, pour la filière céréalière, ce qui est remarquable, c'est que c'est une filière dont les besoins sont très importants. Bon, on a été 10 millions de tonnes complétées par la production locale est complétée par les importations. On parle souvent de 70% d'importation. Bon, ça dépend des années puis pour ce qui est de la pomme de terre, bon, c'est un peu un contexte difficile en ce moment, mais normalement, habituellement, les besoins sont couverts sans problème en Algérie, mais il y a une problématique qui concerne plutôt la semence.
de pommes de terre. La production laitière également, on a une production qui est importante et qui a connu une très grande expansion en raison essentiellement du soutien important que connaît cette filière dans pratiquement tous les segments, production, commercialisation, collecte, etc. Mais la consommation est de plus en plus importante et comme vous le voyez, les données qu'on a, c'est que c'est 157 litres par habitant par an, alors que les besoins estimés par l'OMS sont de 90 litres par habitant par an, donc il y a une consommation très importante. Ce qui marque cette filière, c'est essentiellement la problématique de l'alimentation, bien sûr, problématique de la production fourragère, notamment en mer. Pour les dattes, c'est une filière un peu particulière en Algérie, puisque c'est la principale production agricole qui permet l'exportation. Mais c'est une filière quand même qui a des problèmes en matière d'abandon et d'exigence des anciennes palmeraies et aussi de pénurie de la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de choses à dire encore, mais c'est essentiellement les points qu'on a voulu développer aujourd'hui. Pour ce qui est de la problématique, donc comme je l'ai dit, l'idée c'était de comprendre qu'est-ce qui pousse les agriculteurs à adopter, mais aussi à ne pas adopter les innovations dans ces quatre filières. Et on a émis des hypothèses qui concernent principalement donc, les caractéristiques structurelles des exploitations, donc le profil des exploitations, c'est-à-dire l'âge, le niveau d'éducation, l'expérience, etc. Mais aussi, c'est-à-dire les caractéristiques de l'exploitation, la superficie, statut juridique, etc. On s'est demandé s'il y avait donc, parmi ces facteurs des éléments explicatifs qui différencient l'adoption par les agriculteurs par rapport à l'adoption des innovations. Et puis il y a le comportement aussi des agriculteurs. Donc, par exemple, le recours à l'allocation des terres, comme je l'ai dit, le statut juridique, le mode de financement aussi, formel, etc. Et puis, leur adhésion à des organisations ou pas, la Chambre d'agriculture, les coopératives, les associations, etc. Et puis la deuxième hypothèse concerne les mesures étatiques, donc les soutiens qui sont apportés à ces productions, à ces filières. Donc certaines filières sont soutenues plus que d'autres, comme vous le savez, essentiellement la filière céréales, donc blé dur et lait sont plus soutenus que la filière pommes de terre et dattes. Et donc, on se demandait s'il y avait une influence de ce facteur. Pour la méthodologie, nous avons fait essentiellement une enquête auprès des agriculteurs. Nous avons adopté ce qu'on appelle le manuel d'Oslo, donc c'est un manuel de l'OCDE. Il faut savoir qu'au niveau de l'OCDE, pratiquement chaque année, il y a une enquête de ce type qui est faite auprès des agriculteurs des pays de l'OCDE, des pays européens occidentaux en particulier. Et donc eux définissent l'innovation, ce qu'ils considèrent comme étant de l'innovation, concerne aussi bien les produits agricoles, donc l'introduction de nouvelles variétés, de produits, etc., les procédés en matière technique ou autre, l'organisation aussi est considérée comme pouvant susciter l'innovation et bien évidemment le marketing, c'est-à-dire la commercialisation des produits, donc l'innovation en matière de marketing. Et puis, bien évidemment, ce questionnaire que nous avons adopté, nous l'avons adapté au contexte local et aux filières agricoles étudiées. Comme je l'ai dit, nous avons touché 4 filières et par rapport aux zones d'études, nous nous sommes appuyés sur le travail qui a été fait par le ministère de l'Agriculture et qui a identifié des pôles de compétitivité pour ces 4 filières. C'est pour ça que nous avons travaillé donc à Armia pour Tialet, à Sompane pour ce qui concerne, donc Armia c'est à Tialet, bien évidemment c'est le lait, à Sompane, à Aïn pour la pomme de terre, Tonga, les zones
remonte pour les dates et pour le lait, c'est Wab'atnaniya Amina. Alors, on ne s'est pas contenté seulement de faire des enquêtes auprès des agriculteurs, nous avons quand même fait des entretiens semi-directifs auprès de personnes ressources, essentiellement dans des administrations, dans des directions de services agricoles, subdivisions, conseil agricole, etc. Les institutions financières, donc essentiellement la BAD, et les organisations professionnelles, chambres d'agriculture, CCLS, etc. Alors, les agriculteurs que nous avons touchés, quelles sont leurs caractéristiques, comme vous le voyez, donc il y a quand même une différence en matière de l'âge du chef d'exploitation, le niveau d'instruction, le suivi de formation agricole, l'expérience au niveau de l'exercice de l'activité agricole et la SAU. Bon, il y a d'autres éléments aussi, mais c'est essentiellement cela qui montre une différence notable par rapport aux filières. Par exemple, je ne vais pas expliquer tout le tableau, mais par exemple, nous voyons que les céréaliculteurs, c'est essentiellement des agriculteurs qui sont âgés, c'est-à-dire qui ont plus de 60 ans, alors que pour les autres filières, la majorité se situe entre 40 et 51 ans. Pour le niveau d'instruction du chef d'exploitation, donc nous voyons que pour la pomme de terre, c'est des agriculteurs qui ont essentiellement le niveau moyen, mais pour les dates, nous retrouvons quand même une bonne proportion, presque 50%, qui ont un niveau entre secondaire et universitaire. Mais essentiellement, la majorité des agriculteurs se situe, c'est-à-dire un niveau de moyen à faible. Oui. S'il vous plaît, il me reste 3 minutes. C'est pas vrai. On regarde exactement les résultats alors. Bon, les autres études, j'en ai parlé. Alors, pour les résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, en matière de. Nous avons donc, les résultats, nous les présentons par couple, on va dire, de filières. Donc, la filière blé, dur et lait, parce qu'on considère que c'est les filières qui sont les mieux soutenues, qui sont les plus subventionnés dans les différents segments des filières, comme je l'ai dit. Et nous remarquons là-dessus qu'en matière d'innovation en produits et procédés, il y a des pourcentages, des taux d'adoption qui sont importants pour ce qu'on appelle en quelque sorte les techniques conventionnelles, c'est-à-dire les traitements phytosanitaires, traitements des mauvaises herbes, les rotations culturales et la fertilisation, essentiellement pour la filière blé dur et de façon moindre pour la filière lait, bien sûr, je parle là de production de fourrage. Alors, pour l'innovation, toujours produits et procédés, les taux d'adoption sont faibles pour les techniques agricoles durables, c'est-à-dire l'utilisation par exemple, d'engrais organiques, c'est-à-dire de techniques respectueuses de l'environnement, comme le suivi direct, etc. Et puis aussi en matière d'introduction de nouvelles machines et équipements agricoles. La nature des innovations adoptées, comme je l'ai dit, c'est pratiquement des innovations pratiquement conventionnelles d'intensification de la production. Et puis, par quoi sont influencés les producteurs? C'est essentiellement pour les producteurs de blé, par exemple, le crédit fournisseur. C'est-à-dire ce crédit fournisseur qui leur permet donc de pouvoir avoir accès aux pesticides, aux engrais, etc. et pouvoir donc adopter des innovations, c'est-à-dire de nouveaux pesticides ou de nouveaux engrais dans le domaine. Pour les producteurs de lait, c'est essentiellement la possibilité de garantir l'alimentation pour les cheptels qui les motivent. Par contre, quand on va vers les types d'innovation en matière d'organisation et de marketing, là, on voit qu'il n'y a pratiquement pas d'innovation dans ce domaine pour les producteurs de lait et très peu, c'est-à-dire moins de 10% pour les producteurs d'agriculteurs, c'est-à-dire qui ont ce genre d'innovation pour les producteurs de lait. Donc, de quel type d'innovation il s'agit? Donc, on les a questionnés sur l'introduction de technologies, par exemple ce qui est numérisation, etc., gestion technico-économique, intégration d'organisation et d'innovation en matière de commercialisation des produits.
pour ce qui est des filières pommes de terre et dattes, pour les innovations en produits et procédés, alors on les a questionnés bien sûr sur la période 2012-2017, puisque l'étude s'est déroulée en 2018. Alors on constate que pour les producteurs de dattes, il y a des innovations en matière de techniques d'irrigation à un taux de 41%. Il y a des taux faibles, en tout cas en général, d'introduction d'innovation, mais nous les avons cités quand même parce que c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un taux, même s'il n'est pas important, d'adoption d'innovation. Par exemple, en matière de techniques de conditionnement, pour ce qui est des dattes, ou protection des régimes de dattes, ou machines pour le travail du sol, ou même fertilisation. Pour ce qui est des producteurs de pommes de terre, c'est beaucoup plus important en matière quand même de techniques conventionnelles comme les herbants. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est par exemple l'introduction de nouvelles variétés de pommes de terre. Et puis, il y a aussi des innovations en matière d'introduction de nouvelles machines, rotation culturelle et fertilisation. Alors, qu'est-ce qui motive les agriculteurs? C'est-à-dire, quelle est la situation plutôt en matière d'adoption et d'innovation aux produits procédés pour les pommes de terre et dattes? Pareil, il y a absence d'innovation en matière de techniques durables. Les innovations, pour les producteurs de pommes de terre, c'est également les pratiques conventionnelles, mais il y a aussi des innovations pour améliorer la qualité, c'est-à-dire une variété nouvelle de pommes de terre, protection des régimes de dattes, etc. Et puis, on constate que globalement, les producteurs de dattes sont faiblement innovants. Pour les producteurs de pommes de terre, en ce qui concerne les facteurs d'influence, on constate que la taille de l'exploitation, c'est-à-dire les superficies supérieures à 200 hectares, ceux qui ont des superficies supérieures à 200 hectares sont les plus innovants. Et puis, il y a le niveau d'instruction, le niveau secondaire et universitaire, donc ceux qui ont ce niveau se distinguent par rapport aux autres. Et puis, on constate pour les producteurs de dattes quand même une faible prise de risque. Alors, j'en viens aux résultats concernant les innovations en matière d'organisation du marketing pour les producteurs de pommes de terre et dattes. On constate là que, quand même par rapport aux producteurs de blé et de lait, il y a une importante intégration. Vous avez pris 2 fois plus de temps, je vous prie de conclure. Je vais juste présenter ces résultats et conclure, quand même. Donc je disais que, comme là on trouve plus d'innovation en matière d'intégration d'organisation professionnelle, de nouveaux modes de financement pour les producteurs de pommes de terre essentiellement, le conditionnement des produits, de nouvelles pratiques en matière de commercialisation et d'adoption de nouveaux débouchés, l'adaptation plutôt aux nouveaux débouchés. Et là, c'est en commun entre les producteurs de pommes de terre et les producteurs de dattes. Donc, on voit que les producteurs de pommes de terre et de dattes, comme ils n'ont pas la garantie de la commercialisation de leurs produits, comme pour les producteurs de blé et ceux du lait, ils sont quand même plus innovants en matière d'adaptation au marché et de circuits de commercialisation. Bon, je vais directement à la conclusion pour dire que les innovations constatées sont essentiellement des innovations en procédés techniques, donc fertilisation, traitement phytosanitaire, etc. Ils sont adoptés à des taux quand même élevés, mais dans un contexte de rareté des ressources, les innovations concernant donc la durabilité des ressources, la durabilité en matière de protection de l'environnement essentiellement, sont plutôt absentes et il n'y a pas, c'est-à-dire d'obligation, en quelque sorte de conditionnement, par exemple des subventions par rapport à l'adoption de techniques protectrices de l'environnement. On constate aussi que, contrairement aux producteurs de pommes de terre et de dattes, les céréaliculteurs et les producteurs de lait ne sont concernés par aucune innovation pour améliorer la commercialisation de leur production et le réseau. Par ailleurs, le système de conseil agricole et socialement public ne semble pas en mesure de répondre aux besoins des producteurs de pommes de terre et de dattes, beaucoup plus indépendants par rapport aux politiques publiques. Ceci devrait conduire à diversifier l'offre et encourager l'instauration d'organismes de conseil privés ou professionnels en complément des institutions publiques. Et pour finir, si certaines mesures comme la facilitation d'accès au financement et le développement de mécanismes d'assurance contre les aléas climatiques peuvent concerner les 4 filières, certaines mesures devraient être spécifiques à chaque filière.
Et puis certaines caractéristiques structurelles comme le profil des exploitants, subventions, installations financières foncières suggèrent des outils ciblés et adaptés au contexte et aux filières. Et je vous remercie pour votre attention. Je suis là pour répondre aux questions. Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a très peu d'études. Voilà, à part quelques travaux d'universitaires ou quelques thèses qui sont faites, il y a très peu de travaux sur l'innovation sur le terrain. Donc je pense que c'est important aussi de regarder le récepteur, pas que travailler sur l'émission ou l'offre d'innovation. Il faut comprendre les déterminants. Voilà, je m'arrête là. C'est pour ça qu'on a vu cet aspect qui est plutôt au niveau des exploitations agricoles. Et on avait sollicité notre ami conseiller là, qui lui a fait un travail plutôt sur, je pense, les entreprises agroalimentaires. C'est important. Voilà. Est-ce que pour le temps, est-ce qu'il entre dans le programme? Oui, il est dans le temps. Parce que c'est une date qui doit intervenir. Juste après lui. Juste après, donc on est plus en retard. Après elle. Alors, donc vous avez combien de diapos? Je vais essayer de respecter les minutes. Hein? Je vais essayer de respecter les minutes. 7 minutes? Les 10 minutes. Les 10 minutes. Une fois le minute. 10 minutes, donc en plus des 22 qu'après voilà. Alors, c'est le thème, donc c'est la date qui va venir. Vous continuez donc, on va avancer. Donc, merci Monsieur le Président. Je vous remercie pour l'invitation. Donc voilà, je vais vous présenter les résultats du projet Innovation dans le secteur agro-industriel en Algérie, donc le cas du secteur agroalimentaire. Donc c'est un travail essentiel, c'est-à-dire la continuité de ce que a présenté Mme Loucek Elma. Et c'est un projet aussi qui fait dans le cadre de 5 études concernant l'innovation. Donc il y a l'agroindustrie, la pharmacie, lycée mécanique et CCTG. L'objectif est bien sûr de dresser un qualificatif d'innovation prise dans le sens milieu. Donc, pour disposer dans plus conventionnel, vous avez le secteur agroalimentaire est composé des entreprises de transformation des autres agricoles, production agricole, produits de consommation humaine et animale. Le secteur est composé d'entreprises de production et prestations de services. Mais dans le cadre de notre étude, nous nous sommes limités aux entreprises de production industrielle et pas artisanale. Donc, nous nous sommes basés sur la base de données du CNRC. Donc, le traitement a fait de sorte que 54 comptes d'activité de production industrielle dans le secteur agroalimentaire. Donc, jusqu'au 6/5/2020, nous avons recensé 31 557 entreprises, dont 52%, 16 000 et quelques, c'est des personnes morales et 48% personnes physiques, donc c'est un petit peu équilibré. Donc, évidemment, cette base de données nous donne accès à 3 critères seulement de l'analyse. Il y a l'adresse complète, c'est-à-dire la dénomination et l'adresse, le coût d'activité et seulement, on va dire, de façon indirecte, l'année de création. Donc, un étalement de la base de données sur les 14 000 entreprises du secteur de personnes physiques, 46% des entreprises situent dans 10 villages, comme l'illustre dans la pour les appareils. Donc il y a Alger qui contribue 10% du total. Et toujours pour les entreprises de personnes physiques, il y a 79% des entreprises qui se concentrent dans 10 activités. Fabrication de production, alimentation animale, etc. Nous avons fait le même traitement pour les personnes morales, c'est-à-dire aussi que 62% sont répartis sur 10 villages et 52% se répartissent sur des activités aussi. Donc, l'examen de ces deux groupes révèle qu'il y a une certaine redondance d'activité et de lunettes. Donc, on constate que 56% des entreprises se concentrent sur le terrain du Gaïa et 14 activités correspondent à pratiquement 70% de l'échantillon. Donc, comme vous le voyez, pour la fabrication d'aliments de détail, il détient pratiquement un cinquième des entreprises en général. Et ce cinquième est situé dans l'agence sanitaire des Jésus, etc. C'est en raison de la prépondérance des activités d'élevage.
Parler aussi, c'est la même chose. Donc, il y a le G qui domine, 17% à 18%, et comme vous voyez dans le secteur de l'eau, 36% des activités se concentrent vraiment sont occupées. Donc, pour l'échantillonnage, nous avons opté pour la méthode aléatoire stratifiée, par les règles d'activité, bien évidemment. La taille contre les chiffres d'affaires, etc., ne sont pas des données dont nous disposons au départ. Donc, ce seront des données de l'enquête, des éléments qui sont intégrés dans le questionnaire et qui sont intégrés. Donc, pour l'échantillon, nous avons 749 entreprises et des parties pratiquement indemnités, 374 publications physiques et 375 publications plafonnées, ouvrées. Donc, l'échantillon parodial, donc je passe directement. Publication par exemple, au niveau d'AG, pour la publication d'alimentation animale, il va falloir enquêter de la Il ne faut pas aller trop vite parce qu'on va décrocher. Allez-y, Christophe. Donc, par exemple, la publication d'alimentation animale, nous avons 23 entreprises à enquêter au niveau d'AG, de la avec les techniques à cause d'activité. Publication physique, même chose. Donc nous avons en colonne les coûts d'activité irréguliers. Donc, ce projet, vous savez, c'est un projet qui est commencé entre 2019 et 2020, donc c'est 2 ans. Donc, pendant ces 2 années, on avait la télévision, donc on pouvait pas lancer les questionnaires. Donc, on s'est arrangé pour faire, en cette année, c'est l'entretien pour collecter des informations qualitatives auprès de certaines entreprises, autour de avoir point clé, à savoir la place et le poids de l'innovation dans l'entreprise, particulièrement par les motivations des freins, l'interaction entre l'entreprise et le monde académique en général, et en matière d'innovation, et finalement les répercussions de la crise du Covid sur la Covid, sur les pratiques d'innovation, du moins on va dire la perception des choses, parce qu'ils ont changé un petit peu la perception en matière de recherche et d'innovation. Donc commençons directement par les résultats, la place d'innovation dans l'entreprise. Donc selon nos entretiens, 80% d'entreprises ont adopté des innovations ces 3 dernières années. On a parlé sur les 3 dernières années à l'ISTIC, parce qu'on s'est basé sur le manuel de 2018. Bon, c'est avéré aussi que la taille, un élément que la littérature à chaque fois évoque, là en Algérie, on ne peut pas avoir un effet significatif sur les entreprises, puisqu'ils font tous face aux mêmes difficultés. Quoique les grandes entreprises, bien évidemment, sont sortis avec l'innovation, que ce soit en termes de risque, d'habitude à innover, etc. Donc, pour les innovations recensées, selon toujours la taxonomie des innovations de Manuel Rousseau 2018, donc 6 à 4 en 2018, donc nous avons, il y a 70% des entreprises qui ont adopté des innovations en matière de production de biens et services, même pour la commercialisation des ventes et des systèmes d'information commercialisation. Il faut savoir une chose en matière d'innovation, il ne faut pas les prendre. Si une entreprise engage une innovation dans la production de biens et services, ça peut engendrer des innovations en matière de système d'information et généralement en matière de logistique, distribution et commercialisation. Donc c'est pour ça qu'on a préparé les mêmes mots. Ces innovations produits ont été adoptées selon ce qu'on a publié évidemment, selon des études de marché et des besoins du consommateur qui sont centrés principalement sur le prix. L'élément clé, c'est un peu ça, pour référence au pouvoir d'achat du consommateur. Donc, dans ce volet, notamment production de biens et services, l'innovation est une pratique ponctuelle qui est conduite en interne dans 40% des cas et en externe dans 60%. Il faut savoir aussi que dans la majorité des cas, lorsqu'on parle des 40% internes, ces innovations sont vérifiées du moins en externe, que ce soit national ou la région. Après, il y a une ventilation entre interne et externe selon l'ampleur des modifications par rapport à l'origine. Donc, par rapport à l'ampleur des modifications, nous avons des innovations transformatrices, des innovations modificatrices et des innovations additionnelles, on appelle en général des optimisations. Donc,
par rapport aux innovations recensées, donc en matière d'innovation, nous avons recensé des innovations de produits, de biens et services et de distribution logistique. La rénovation, on constate les 4 liens en production, distribution, commercialisation, système d'information. Après, pour l'optimisation, ça concerne les 6 domaines d'innovation. Donc, par rapport à l'origine, pour les innovations modificatrices, ils sont majoritairement importés. On va parler comme ça, parce que dans notre échantillon, on avait des entreprises multinationales. Donc, ces entreprises qui font partie de multinationales, eux, naturellement, sur les innovations, parce qu'ils sont systématiquement discutés, comprises dans les contrats. Pour les autres, donc les entreprises locales, en plus des innovations qui sont fondamentales, pour celles qui ont des cellules, les fournisseurs de matières premières sont eux-mêmes les fournisseurs de recettes, d'amélioration et d'optimisation. Pour les adaptations, les mêmes constats aussi. Donc, lorsqu'on parle d'international, les innovations qui sont adoptées à l'international sont ouvertes pour évidemment, et peuvent être sélectionnées pour l'application de l'Algérie et vice-versa. Généralement, ces sociétés disposent de structures Europe, recherche-développement, recherche-innovation, par exemple, donc ils le font aussi en interne. Pour les entreprises locales, donc en plus des structures d'innovation, et à la vérité, il y a des contrats qui sont établis avec les sociétés étrangères, avec des fournitures, etc. Des fournitures d'intrants et d'amélioration de façon générale. Les optimisations, par contre, elles sont généralement conduites en interne. Donc, pour ce qui est de la compétition dans la préparation des entreprises dans les filières, nous n'avons pas recensé dans ce sens, quand il n'y a pas de filière, déjà il y a un fait l'enquête à raison, soit national, Danone, Olympia, etc., il y aura aucune innovation entre elles en matière d'innovation. Par rapport au coût, les chiffres ne sont pas disponibles. Aujourd'hui, je vous dis un Danone, parce qu'ils ont issu de recherche et innovation, donc ils ont un budget pour ça, ils ont des salaires, donc ils peuvent se séparer au niveau de la comptabilité. Par rapport aux résultats, la majorité des entreprises, notamment celles qui ont lancé des améliorations, des innovations en produits et services, estiment que l'innovation apporte à 10 à 10%, 10, 11, 12% de vente et en matière de chiffre d'affaires aussi. Par rapport au constat, il faut savoir que le secteur agroalimentaire est un secteur extraverti. Donc, ça fait que, naturellement, les contraintes, c'est au niveau de la douane. Il y a un mot à chaque fois qui se répète, tel que toxique, donc, par rapport au développement, par rapport aux échantillons, etc. Il y a le coût des innovations. Il y a un problème qu'on a souvent rencontré, le problème de compétences en métier d'entreprise, notamment dans le cas de la filière B. Là, c'est dû à l'insuffisance de l'infrastructure de recherche, quoique dernièrement, on a des choses qui caractérisent, etc., qui peuvent faire ce genre de manip. Il y a la baisse du pouvoir d'achat associée à la dévaluation du dinar, donc qui fait qu'il y a des risques sur le non-recouvrement et le non-retour sur l'investissement. Il y a la concurrence déloyale du marché informel aussi, qui a été citée à chaque fois comme étant un obstacle à l'innovation. Le deuxième volet, par rapport à la relation entre le monde académique et le monde public. Donc le seul lien, par exemple, c'est des liens au stage de fin d'études et sponsoring. Donc il n'y a pas de relation directe entre les deux environnements. En matière d'innovation, pour résumer un petit peu, il y a 4 facteurs qui s'appellent à chaque fois au niveau des questionnaires. Donc il y a la formation, il y a le rapport aux besoins spécifiques des entreprises, il y a les moyens dont disposent les universités en matière d'équipement, parce que comme je l'ai cité avant, il y a maintenant des rapports techniques, il y a le temps alloué aux étudiants, notamment en stage, etc. C'est des stages d'un mois, au maximum, donc ça permettra de travailler sur les innovations. Nous avons renforcé dans ce sens quelques innovations qui ont été débutées, notamment au projet des soi-disant, par exemple, et qui ont été interrompues parce que les étudiants ont dû quitter l'entreprise. Il y a des contraintes institutionnelles
un parcours professionnel important. En matière d'innovation, c'est la même chose, donc il n'y a pas de lien entre les deux environnements. Par rapport par exemple au centre de recherche, ce qu'on a recensé, la quasi-totalité des innovations avaient déposées par les débouchés. Je crois que c'est l'une des conditions de l'optabilité. Les explications, c'est qu'au niveau de la recherche, on s'intéresse principalement à tout ce qui est scientifique, technologique, mais pas la faisabilité au volet économique des innovations. Donc voilà, il y a beaucoup d'innovations et du progrès des résultats. Par exemple, ils ont des spécialistes locaux pour voir d'achat, technologie, marché, savoir-faire. Et des fois, ça ne valorise pas les productions locales. Pour ce qui est du recrutement des stagiaires étudiants passent par l'entreprise, il y a des étudiants qui ont été recrutés, stagiaires recrutés, mais pas pour des motifs d'innovation, ou pas forcément pour l'innovation. Par rapport à la crise Covid, c'est clair que les entreprises ont été impactées par Covid, mais il y a cette crise-là, c'était certaines entreprises avancées, c'est-à-dire à revoir l'avantage. D'autres entreprises se disent de se lancer dans des campagnes de maîtrise du coût pour garantir une certaine stabilité des prix sur le prix. En matière de perception de la recherche développement, malheureusement, aucune entreprise n'a adopté une nouvelle démarche en matière de recherche développement. Pour la conclusion, donc l'enjeu des entreprises ayant fait l'objet de notre enquête, l'innovation est une pratique courante. Quoiqu'il ne permet pas une place formée dans la structure générale de l'entreprise, mais ça a toujours une clé de compétitivité. Concernant sa position, je dis que c'est toujours informel et ça reste spontané dans la sphère du management, dans tout ce qui est direction, et implique très rarement les entreprises et les ingénieurs. Par rapport toujours à la conclusion, l'innovation sera vraiment son facteur en savoir-faire, du coup, le secteur informel, je vous ai déjà cité avant. En matière de coût des innovations aussi, il y a la baisse du pouvoir d'achat du consommateur, malheureusement. Déjà qui coïncide avec la baisse des prix des hydrocarbures et la baisse des produits aussi. Par rapport aux perspectives, donc, la mise en place d'une politique d'innovation territorialisée, ou particulière ou produit, est un impératif possible d'innovation. Il y a un travail aussi à faire au niveau des chaînes de valeur des produits agricoles et conceptualiser les modèles d'harmonisation des arrangements contractuels entre producteurs, agriculteurs et industriels. Et je vous remercie. Alors, Sparkle Agricole, je me présente, Guérouche Fatiha, je suis directrice des études de l'unité de recherche à l'Institut national de l'organisation agricole. Donc, voilà, mon intervention va être très très brève, parce qu'en fait, je voulais vous présenter des exemples d'innovation de femmes rurales. Cependant, c'est très difficile, comme le disait tout à l'heure M. Fodoré, d'accéder à des études ou à des travaux réellement sur le terrain. Donc là, je vais vous présenter juste à peu près l'expérience de l'INVA avec les femmes rurales et quels sont les freins qui bloquent un petit peu l'accès des femmes à l'innovation et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un programme qui est élaboré par l'INVA pour accompagner les femmes rurales, mais malheureusement, il y a beaucoup de problèmes de terrain qui font en sorte que les femmes n'ont pas accès, ne peuvent pas réellement réaliser des innovations. Je ne parle pas des universitaires ingénieurs qui ont accès à l'innovation, qui peuvent réellement proposer, mais je parle des femmes rurales qui sont réellement au fond du monde rural. Alors, juste à guise d'introduction, donc, à quoi sert l'innovation? Pourquoi on parle de l'innovation pour les femmes rurales? Qu'est-ce qu'elle permet l'innovation dans le secteur de l'agriculture? Alors, il faut savoir que l'innovation est envisagée comme une clé qui sera ouvrir, bien sûr, les portes d'une agriculture économiquement environnementale et socialement durable. Donc, l'innovation
permet de démarrer ou bien de démarquer sur le marché, que ce soit pour l'agriculteur ou pour les entreprises ou organisations. Elle peut également permettre d'améliorer la productivité et encore rentrer aussi en partenariat. Mais aussi, ce qui est important, c'est que l'innovation est aussi un état d'esprit, une volonté d'amélioration continue. Donc, s'il n'y a pas cet état d'esprit, on ne peut pas aller vers l'innovation. Et c'est le cas pour les femmes rurales. Donc, on parle des femmes rurales, pourquoi? Parce que les femmes rurales jouent un rôle important dans l'économie nationale. Elles sont l'épine dorsale de l'économie rurale en Algérie. Mais cependant, malgré qu'elles soient l'épine dorsale, elles ont beaucoup de contraintes pour réaliser leurs objectifs, bien qu'elles aient des idées, bien qu'elles aient des projets. Elles sont confrontées à beaucoup d'obstacles qui font en sorte qu'elles ne peuvent pas réellement réaliser leur projet convenablement. Bien que les statistiques montrent que la femme rurale en Algérie représente 64% des projets féminins financés pendant l'année 2020-2021 à travers l'Angers et l'Ansège et tout, l'ex-Angers et l'Ansège, mais ce n'est pas suffisant. Les 64%, c'est beaucoup plus des petits investissements concernant le petit élevage ou bien l'agriculture et tout. Mais là, en matière d'investissement pour aller vers des actions innovatrices, c'est très peu pour plusieurs raisons que nous allons réellement voir de près. Alors, à quoi sert l'innovation pour les femmes? D'un côté, les femmes, l'innovation permet d'accroître la productivité telle qu'on l'a dit tout à l'heure, le gain du temps pour les femmes, parce qu'elles ont double tâche au sein du foyer et aussi au sein de l'exploitation, un potentiel de savoir-faire à améliorer, à adapter. Alors, l'innovation pour les femmes rurales, notamment, c'est le développement de leur savoir-faire. Beaucoup d'actions pratiques sur le terrain sont intéressantes, même si elles sont ancestrales, elles sont intéressantes, mais le problème, elles ont besoin d'être améliorées et adaptées par rapport aux données réelles mondiales et par rapport à la technologie. Alors, l'innovation permet aux femmes d'avoir moins d'efforts physiques à fournir par rapport au matériel qu'elles utilisent, tout, une santé à préserver, une situation économique et sociale aussi à améliorer. Là, l'objectif qui concerne non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Mais j'insiste sur les femmes parce qu'elles n'ont pas accès à beaucoup de choses qu'on va voir. Donc, quels sont les moyens qui permettent d'assurer la sécurité alimentaire, que font les femmes pour réellement participer à la sécurité alimentaire et innover pour garantir la sécurité alimentaire? Le premier point, c'est qu'elles font expérimenter des pratiques agroécologiques, notamment la conservation des sols et de l'eau, l'économie de l'eau, c'est-à-dire éviter le gaspillage, l'hygiène et la salubrité de l'eau, c'est l'utilisation aussi de certaines plantes pour désinfecter l'eau, comme l'antis, calgigel et aussi l'huile de canne. C'est-à-dire c'est des pratiques que les femmes essaient d'innover, et notamment pendant la période du Covid, nous avons vu beaucoup de femmes qui ont essayé d'innover pour éviter un petit peu l'absence ou bien le manque des denrées alimentaires. Elles sont passées vers la préservation, la conservation des différents produits, le séchage par exemple. C'est des aspects innovatrices, sauf qu'elles ont besoin d'améliorer les manières, les façons de faire, d'aller vers le séchage. Il y a des nouvelles méthodes modernes qu'il faut initier aux femmes rurales. Donc, elles pratiquent l'agroforesterie. On a vu, il y a beaucoup de développement de femmes qui sont intégrées dans l'agroforesterie, la culture intercalaire avec des légumineuses, l'utilisation de semences locales à cycle court et la production de légumes en saison sèche. Alors, concernant les semences locales, on a eu l'occasion de partir à Élysée, à Béchar et à d'autres wilayas. Et bien, sachez que les femmes sont vraiment conscientes dans la préservation des semences locales. Donc ça, c'est vraiment important. Elles ont juste besoin d'apprendre, se leur dire, d'apprendre comment multiplier ces semences. Donc ça, c'est vraiment important pour accompagner les femmes. Elles ont renforcé leur connaissance
connaissances sur les pratiques agroécologiques qui répondent à leurs besoins. Souvent, c'était dans le cadre de projets avec bien sûr la GIZ ou bien avec des projets relatifs à la conservation aux forêts. Donc, on ne veut pas que ça soit réellement limité à des projets, mais que ça soit aussi adapté dans le cadre du programme du développement du secteur de l'agriculture. Elles ont été aussi attirées par ces pratiques car elles ont reconnu leur potentiel pour renforcer la fertilité des sols, la productivité, la durabilité, c'est-à-dire qu'il y avait des aspects, des impacts concrets qui ont fait que les femmes ont développé ce genre de pratiques. Cependant, malgré les efforts, malgré le rôle que jouent les femmes, et aussi malgré les efforts que l'État est en train de fournir pour mettre en place, pour aider les femmes à aller vers l'innovation, il y a toujours des freins. Donc il y a toujours des freins. Pourquoi il y a toujours ce genre de freins? Alors, les freins qu'on peut exposer ici, c'est l'absence de programmes spécifiques en direction des agricultrices notamment. Je ne parle pas de femmes rurales en réalité dans cette communication, je parle beaucoup plus des femmes agricultrices. Parce qu'en fait, les femmes agricultrices ont beaucoup de contraintes. Les femmes rurales, il y a d'autres ministères qui peuvent les prendre en charge. Mais pour les femmes agricultrices qui jouent réellement un rôle important dans l'économie agricole et rurale, donc il y a une absence de programme spécifique en direction des femmes, manque d'organisation agricole des femmes rurales, non accès à la formation et à l'information, non accès aux moyens de production, non accès aux moyens de technologie. Donc comment peut-on parler d'innovation alors que toutes ces contraintes font en sorte que les femmes ne peuvent pas aller vers l'innovation et développer des aspects innovatrices, des actions innovatrices. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait l'INDIA pour accompagner ces femmes et les aider à innover, les aider aussi à mieux produire et pourquoi pas à corriger leur mode de production ou bien des aspects techniques. Alors, l'INDIA, elle est passée vers la création de la cellule nationale des femmes rurales, donc l'encadrement des femmes rurales en 2001. Je dis bien 2001. Alors, parce que depuis 2001 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'officialisation, d'institutionnalisation de ces cellules. Pourtant, elles jouent un rôle important. Il y a la cellule nationale qui est au niveau de l'INDIA et nous avons au niveau des 48 wilayas des cellules régionales au niveau de wilayas qui sont composées des chambres d'agriculture, des directions des services agricoles et des conservations des forêts associées avec des associations qui les accompagnent dans le cadre des actions de sensibilisation et d'autres actions telles que la formation. Donc le rôle des cellules, comme vous les voyez, je ne vais pas trop le lire, c'est l'organisation d'ateliers de réflexion, la mise en place de programmes de formation, accompagner les femmes dans leurs projets et aussi aller vers des études de terrain. Et pour cela, l'INDIA a lancé l'année passée, 2021 jusqu'à 2023, une étude socio-économique sur la situation de la femme rurale en Algérie. Il n'y a jamais eu d'études, c'est toujours des études très très restreintes, mais là c'est une étude nationale qui englobe les 48 wilayas. Pour le moment, nous avons fait 26 wilayas pour l'enquête. M. Proté tout à l'heure avait dit que chacun devait intervenir par rapport à l'expérience en matière d'innovation. Cette étude, on ne vise pas directement l'innovation, mais il y a des indicateurs qui permettent de voir si les femmes sont prédisposées à aller adopter des techniques innovatives, donc des indicateurs tels l'utilisation d'éthique, l'accès à la formation, l'intérêt d'aller vers des organisations professionnelles. C'est des indicateurs qui permettent aussi d'ouvrir la porte vers l'innovation. Donc, je ne vais pas entrer dans le rôle des cellules au niveau wilaya, c'est-à-dire le rôle de la cellule nationale, c'est de mettre en réseau toutes ces cellules et partager un petit peu les expériences des unes et des autres. Alors, voilà, c'est des photos un petit peu qui illustrent ce que fait l'INDIA. Alors, nous avons lancé l'année passée à travers un webinaire avec les différentes cellules au niveau wilaya, l'enquête nationale diagnostic socio-économique des femmes rurales. Déjà, nos cellules utilisent l'éthique, c'est déjà bien. Alors, pour votre information,
j'ai eu l'occasion de présenter le travail des cellules avec l'Organisation arabe de la femme. Et par rapport à ce que fait la cellule nationale avec les cellules de l'Hidaya, Madame la directrice de l'Organisation arabe de la femme ainsi que les différentes participantes à ce Zoom qu'on a réalisé étaient vraiment surpris par rapport à cette organisation parce que ça n'existe pas à l'échelle arabe, donc il n'y a que l'Algérie qui l'a. Malheureusement, depuis 2001, ces cellules ne sont pas officialisées au niveau du ministère. On a trouvé que les cellules au niveau du ministère de la Solidarité, après la cellule nationale Nadia, donc ce qui fait, elles ont été institutionnalisées, ce qui n'est pas le cas. Pourtant, ces cellules font un énorme travail en matière d'accompagnement des femmes, non seulement des femmes, mais aussi des agriculteurs, et aussi elles sont une source importante pour les sondages. Donc c'est grâce à elles qu'on a quand même réalisé les sondages au niveau des enquêtes au niveau des 26 villages. C'est un petit peu le travail que fait la cellule nationale avec les différentes cellules. C'est le travail du terrain, la formation à travers la mise en réseau, la formation. Alors récemment nous avons élaboré une formation, ça fait depuis l'année passée, sur les différents thèmes de sensibilisation en direction des femmes. Et nous sommes focalisés sur le changement climatique. Donc ces cellules ont été formées, on a fait des exercices à travers des ateliers où elles ont proposé des thématiques liées à la préservation, par exemple, des semences, à la préservation des ressources naturelles. Elles ont accompagné les femmes sur le terrain. Ces femmes, réellement, elles font de l'activité. C'est pour ça que j'ai parlé de foresterie. Donc, c'est un petit peu le travail. Ce qui est intéressant à travers ces cellules, des femmes qui étaient un petit peu transparentes, qui n'apparaissaient pas du tout sur le terrain, aujourd'hui, elles participent dans des expositions pour montrer leurs produits. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Bourges. La sociologie de la région fait en sorte que les femmes ne doivent pas être apparentes dans des milieux tels que les expositions. Mais aujourd'hui, les femmes, elles le font. Alors, ce qui est intéressant aussi à faire valoir, c'est qu'au niveau du sud algérien, on était étonnés de découvrir ça. Les femmes sont prédisposées à utiliser des TIC, à aller vers des activités innovatrices, alors que les Algériens, on a trouvé qu'il y avait l'inverse. Les Algériens sont très très réticents par rapport à ça. Donc c'est un petit peu nos différentes sorties du terrain qui font montrer ça. Je vais juste résumer pour dire la sécurité alimentaire dépend non seulement d'une innovation technique, mais aussi dépend d'une organisation, d'un aspect qui est important, qui est l'aspect organisationnel. Nous manquons énormément des aspects organisationnels dans le secteur de l'agriculture. Je ne parle pas que des femmes, mais aussi il y a beaucoup plus pour les agriculteurs, mais notamment pour les femmes. Pour aller vers les organisations, il faut aussi qu'on aille bien vers l'innovation, il faut qu'on aille vers le changement des mentalités. Je vous remercie. Merci madame. La présentation, c'est sur la stratégie de développement des innovations pour la pêche responsable et l'agriculture durable. Vous savez que la pêche et l'agriculture, c'est un segment considéré comme un segment très important pour la sécurité alimentaire. Non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi la sécurité sanitaire. Les activités de la pêche et de l'agriculture sont des créneaux multidisciplinaires dont toutes les spécialités technologiques interviennent. Tous ces accents parties prenantes, l'électronique, mécanique, robotique, système de contrôle, management et les systèmes informatiques, IT et même la biotechnologie. C'est-à-dire la pêche et l'agriculture ne sont pas seulement des activités qui se résument dans l'aspect biologique, c'est-à-dire l'élevage ou l'activité de la pêche. La stratégie de développement sectoriel de la pêche et de l'agriculture est basée essentiellement
sur deux volets. Premièrement, l'intensification et l'industrialisation de la production à travers le développement des systèmes de production halieutique, d'un part pour l'aquaculture, le développement de l'aquaculture durable, et aussi la préservation de l'activité de la pêche pour la pêche responsable vu le stress connu sur la ressource halieutique de la pêche naturelle. Alors que ces systèmes de production nécessitent de plus en plus des technologies de contrôle, de monitoring, de management, etc. Le développement de la filière aquapêche a besoin alors, par conséquent, des innovations pour résoudre les éventuels problèmes techniques et technologiques ou pour faciliter les pratiques et le fonctionnement, afin d'accompagner ce développement très avancé. Par exemple, les systèmes de circulation, le système de production, le système de contrôle des systèmes de production en offshore, le contrôle des systèmes d'évaluation de ressources halieutiques pour la pêche responsable, etc. Et même dans le cadre du développement de cette production durable, on a besoin de certaines technologies comme biotechnologie, la vaccination, la sélection génétique, la domestication de certaines espèces adaptées pour les élevages, la substitution des ingrédients dans le cadre de la fabrication d'aliments artificiels, l'inversion sexuelle, etc. Alors, pour cela, le secteur de la pêche et de l'aquaculture est dans le cadre de son programme de développement quinquennal a pris en considération, a donné une grande importance pour le volet innovation. Comment accompagner, comment promouvoir ces innovations et mettre en place un système d'innovation pour la pêche et l'aquaculture. Alors, on a pensé pour la mise en place des clusters, de 5 clusters au niveau national, 6 clusters pour la promotion des innovations autour des stations expérimentales et qui regroupent toutes les parties prenantes dans le domaine de la pêche de l'aquaculture, les centres de recherche, les centres de formation, les professionnels, notamment les professionnels. Aussi l'accompagnement des startups. On a une cellule qui accompagne les startups et les idées innovantes dans la pêche et l'aquaculture. Aussi le forum national du système d'innovation. C'est le système de la présentation avec l'e-challenge, l'organisation du challenge. Et les challenges du fauteuil. En résumé, les activités sont déjà réalisées dans ce cadre. On a commencé par le challenge Mishawari au niveau du ciel des Prières en 2018 et a donné comme fruit, on a déjà 2 entreprises start-up qui sont bien avancées dans la biotechnologie, de la production des agar-agar et des micro-algues et spirulines. On a organisé aussi un atelier sur les innovations à Oran, dans le cadre du cycle 2019, par supervision de M. le ministre Sid Ferroché. Aussi, on a organisé en fin 2020 la conférence nationale sur les systèmes d'innovation dans les domaines de sécurité alimentaire. En 2021, on a mis en place le Forum national de l'innovation, des systèmes d'innovation, qui regroupe toutes les parties prenantes des secteurs liés et intervenants
dans les filières et les systèmes de sécurité alimentaire et aussi le Frontier Challenge en 2021. Comme résultat, en résumé, actuellement, on a recensé 140 startups et idées innovantes dans les domaines de la pêche et de l'agriculture. Donc, 40 projets, startups et idées innovantes sont labellisés par la Commission nationale de labellisation des startups et des idées innovantes. Parmi ces 40 projets, on a des projets, des startups qui sont déjà au stade avancé pour la création de leur entreprise sur le terrain et qui ont donné vraiment, c'est-à-dire des résultats pour faire avancer l'activité aquacole et résoudre l'éventuel problème qui sont posés. Et merci pour votre attention et je donne la parole à mon collègue M. Dries. Je pense que j'ai respecté le temps. Oui. Et quand vous êtes deux, je ne sais pas si ça va. Ça va aller. Oui. Ça va aller. Ça Donc, va aller. vous aurez certainement compris que cette question d'innovation va au-delà de tout ce qui est technologique et start-up. Donc, il y a un élément qui est central dans l'innovation dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Il faut juste rappeler que c'est une question qui est ouverte pour le secteur. La question d'innovation. Ça fait quelques années seulement que c'est un sujet pour le secteur et ça s'accélère maintenant. Donc, sur cette question-là, je pense qu'il faut soulever l'intégration de la chaîne de valeur. C'est quelque chose qui est nouveau. Ça fait partie de l'innovation. Le secteur de la pêche était porté en tant que stratégie sur le cœur du métier, c'est-à-dire la production. La pêche, au niveau de la pêche. Alors aujourd'hui, quand vous allez expliquer avec les gens de la pêche, on va parler de l'économie bleue, des activités connexes, la pièce de rechange, la pêche au large, la réparation, la construction là-bas. Donc, c'est vraiment la chaîne de valeur, y compris l'intégration au niveau de la chaîne de valeur, mais l'intégration au niveau territorial, c'est aussi une question d'innovation. Pourquoi? Parce que si on pêche à Alger ou à Taf, ou à Annaba, ou à Aït-Rochette, on peut transformer le produit au niveau de Ouagla, Bordeaux, qui ne sont pas des wilayas littorales de côtières sensu stricto. Donc l'innovation aussi, c'est d'exporter un petit peu la valeur ajoutée ou l'activité au-delà de l'espace maritime et côtier. L'innovation aussi, c'est faire la prospective. Le mode de conception aujourd'hui, on va dire des politiques publiques, on essaie au niveau du secteur de la pêche de se projeter. On a commencé à le faire avec M. le ministre, M. Fleury, et ça continue maintenant sur la question de la sécurité alimentaire. Donc ça c'est nouveau aussi. Donc projeter le secteur sur 10, 15, 20 ans, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. L'innovation aussi, c'est les sciences citoyennes. Aujourd'hui, on a des acteurs de la société civile qui produisent de la connaissance, qui sert à la planification du secteur de la pêche, qui sert à la conservation des stocks. Et donc, cette question d'innovation va certainement prendre plus de forme par la suite, surtout avec la question des réseaux sociaux. L'innovation dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, c'est également et surtout une question d'organisation. Je viens de discuter avec M. Chef Cabinet du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Je savais qu'il y avait un projet de texte sur les coopératives de pêche. Je suis rassuré et très content de savoir que c'est un projet qui est très très bien avancé. Donc l'organisation, c'est une forme d'innovation aussi. Chacun a parlé des clusters. Le premier cluster, c'est Google+, plus ou moins marché, mais en tout cas, il y a une dynamique aujourd'hui pour aller vers de nouvelles formes d'organisation qui devraient apporter cette plus-value. L'innovation aussi, c'est les modes de financement. Peut-être que dans le futur, on va financer les activités qui sont liées à la pêche et à l'aquaculture ou les activités qui sont autour, en tout cas, de la pêche et de l'aquaculture, et les financer différemment avec des formes de financement mixtes. Voilà, il faut innover sur ce secteur-là. Alors l'innovation, c'est surtout la question de la gestion du risque. Aujourd'hui, dans les études de faisabilité sur les fermes d'aquaculture, vous prenez une étude qui est faite il y a 20 ans ou 15 ans, une étude qui est faite en 2020 ou 2021, vous allez certainement voir la question de la gestion du risque dans l'aquaculture, notamment du risque sanitaire, ce n'était pas une question d'actualité il y a quelques années. Ça aussi, c'est une forme d'innovation. Alors, les nouvelles formes d'innovation pour le secteur de la pêche, c'est certainement
Et ça, je pense qu'on en parle depuis quelques années dans le secteur, mais c'est pas encore vraiment c'est d'aller chercher de nouvelles espèces, d'aller chercher de nouvelles zones de pêche. Ça aussi, c'est une innovation qui va permettre de réduire l'effort de pêche sur les zones traditionnelles. Et certainement, l'innovation peut-être parle mieux dans le domaine de l'aquaculture, parce que l'aquaculture intégrée, par exemple, notamment l'aquaponie, l'aquaculture en relation avec d'autres secteurs, ou la pêche avec d'autres secteurs. Hein. Il y a eu un décret sur le pescatorisme qui n'est pas mis en œuvre pour différentes raisons. Mais joindre la pêche au tourisme, la pêche à l'industrie, l'aquaculture à l'agriculture, ça aussi, c'est des formes d'innovation territoriale. Et puis, il y a tellement de formes d'innovation qu'il est impossible de les lister tous. Mais je terminerai avec deux formes d'innovation qui seraient liées à la recherche scientifique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. C'est peut-être aussi revoir, certains pays ont déjà fait, la période de repos biologique, ce n'est pas une période qui est standard pour l'ensemble des espèces, sur l'ensemble de la zone de pêche. On pourrait imaginer des périodes de repos sexuel par secteur géographique, par type d'espèce, mais pour cela, il faudrait que la recherche scientifique produise suffisamment de connaissances pour ceux qui décident puissent imaginer une nouvelle organisation du repos biologique. Et puis je disais que j'allais terminer avec le VMS. Le VMS qui n'est pas en tant que tel, ce n'est pas une forme d'innovation. Mais déjà pouvoir, je dirais, l'imposer et pas le mettre en œuvre parce que c'est difficile. Il y a un certain nombre de pays comme la Tunisie qui l'ont depuis quelques années, mais ils n'arrivent pas à le mettre en œuvre de manière totale. Donc les VMS, qui sont des systèmes de contrôle à distance des navires de pêche, c'est une innovation en soi. Et puis probablement une des formes d'innovation, et je termine vraiment avec ça, une des formes d'innovation, c'est l'efficience des pêcheries et des fermes d'aquaculture. Tout le monde parle de l'empreinte écologique, l'empreinte carbone, l'adaptation des activités par rapport au changement climatique. Les fermes d'aquaculture intelligentes et la gestion économe des pêcheries serait aussi une forme d'innovation qui permettrait d'insérer justement le secteur de la pêche et de l'aquaculture dans une dynamique d'économie circulaire, d'économie bleue au niveau mondial et régional. Voilà. Merci pour ces informations. Salam alaikum, bonjour, Khaled Golbi. Je ne vais pas trop me présenter, mais j'ai eu la chance de participer à beaucoup de travaux dans le secteur, mais aussi dans l'innovation. Alors juste avant je profite parce que c'est un sujet sur lequel je travaille et qui m'exaspère, l'innovation. C'est un truc qui me hérisse les poils. Et aussi l'informel. Alors je vais rester dans les 10 minutes, ne vous inquiétez pas. Mais juste, j'ai vu tous les travaux, je suis très content et très fier d'être parmi vous. Et c'est très enrichissant. Par contre, je ne comprends pas comment, dans les travaux que vous faites, vous ne parlez pas de l'effet du biais de l'informel sur vos travaux, alors que le CREAD a travaillé sur l'informel et dans la filaha, c'est Et deuxième côté, si je pourrais ajouter, c'est la frugalité de l'innovation dans le pays. Nous sommes dans une approche très frugale de l'innovation, et aussi, je n'en parle pas, c'est sur le côté low-tech dont parle M. Fleury très souvent, et que nous constatons, puisque par ma présence, je suis très présent dans le sud, au Fitamas Fucha, à la Fossa, et ils sont très innovants, parfois business model. Il n'y a pas plus de 3 semaines, j'étais à Tamaras pour informer des filaires issus de l'enseigne, et parmi eux des illettrés, carrément, mais qui ont une approche business très innovante. Donc ils ont des innovations du business model très, très sympathiques. Et sur ce, quand on a commencé à travailler sur l'innovation, on a eu la chance de participer aux travaux qui avaient été initiés sur 2020 par le ministère de la Pêche et de la Production Agricole, tout en de M. Fleury, et dans un parler sur elle-même rapidement tout à l'heure. Et donc il y a presque un an, c'était le 31 décembre 2021, a été initiée une première action qui était, le volume. Ah, je sais pas, le volume. C'était il y a eu un webinaire qui a regroupé beaucoup de parties prenantes. On était presque 400 participants en ligne et quelques personnes en présentiel qui a lancé le forum dans la sécurité alimentaire, et plus exactement l'innovation. C'est la vidéo, vous inquiétez. Et donc du coup, le forum avait pour objectif de regrouper les personnes
avait donc un intérêt autour de ce sujet, mais aussi de diagnostiquer tout ce et à partir de là, aujourd'hui, l'idée, bien évidemment, était de fédérer ces parties prenantes et de faire vivre ce webinaire en le transformant en une vraie place d'échange, et donc un vrai forum, qui a eu, comme on a parlé, c'est Rachid, il a eu même une assise aujourd'hui pour l'existence d'une commission, j'en reviendrai, mais dans les objectifs, une vision à la base, qui est d'identifier, comme vous le voyez en orange à l'écran, identifier des porteurs de projets, des projets fédéraux sur d'innovation, moi je ne reviens pas, et le mot qu'on a ajouté, c'est durable. Au sens, si les pivots c'est de l'innovation, on reste plutôt comme sur un dialogue tout de suite, parce qu'il n'y a pas de durabilité dans le projet, que vous voyez ce qu'on est en train de faire sur les nappes phréatiques, la remontée des eaux salées, etc. Donc il faut quand même qu'on ait ce côté de durabilité à l'esprit. La promotion des systèmes innovants et opérationnels à l'échelle locale, donc ce côté local de l'observation qui est très important, et surtout dans le sud, on a des spécificités, si ce n'est quand on parle de la date. Alors je ne suis pas un spécialiste de la date, mais dans les travaux qui avaient été exposés, on a beaucoup parlé de la date de l'Est, mais peu de l'Ouest. Alors que voilà, c'est une problématique et c'est une date qui existe. Et être aussi une plateforme qui fédère et qui regroupe et qui informe. Et au niveau institutionnel, puisqu'on est, je pense que tous d'accord, que la première innovation que nous devons apporter, c'est une innovation dans la rédaction de nos textes et de nos process. Donc les objectifs sont comme vous le voyez à l'écran, donc je parle des objectifs de ce forum, toujours. C'est de valoriser l'ensemble des connaissances, de détecter la créativité des professionnels et des opérateurs, donc une créativité terrain, si on peut l'appeler comme ça, et au sens créativité pour ne pas utiliser des mots compliqués comme innovation, ou l'ABSD, parce que l'ITICA, parce qu'il y a des problématiques épistémologiques aussi sur la compréhension de ce que nous faisons sur le terrain par rapport à ce que nous disons nous. De fédérer les parties prenantes autour de problématiques et d'enjeux. Et je pense que le mot le plus important à garder à l'esprit, c'est le mot problématique, parce que je pense que quand on se focalise sur une problématique, c'est là où les opérateurs, les gens sur le terrain, ils innovent, catalysés par les synergies des parties prenantes de l'économie, encore une fois réelle, ancrée dans la réalité, y compris l'informel, accompagnés, donc comme on avait entendu parler tout à l'heure, les projets innovants, créatifs, les startups, mais aussi les acteurs technologiques et de la sécurité alimentaire, et de développer des clusters au niveau local. Donc, comme je disais, autour du Agile Food Security Innovation Forum, il y a une commission interministérielle qui a été créée, mais où on a en fait le parrainage de plusieurs ministères, l'agriculture, bien évidemment la pêche, qui a été le parrain à la base, les startups, la formation professionnelle, l'industrie, c'est que j'oublie, et l'enseignement supérieur. Enfin, je le dis, la formation professionnelle. Et bien évidemment, autour du forum, il y a aussi des organismes de recherche, des écoles. Donc il y a par exemple le CRPI, le NSA, l'école de l'agronomie, l'Anthropolète, le NSMA, le CREAT, bien évidemment, et le CNRDPE. En plus de tout ça, aujourd'hui, le Agile Food Security a regroupé autour de lui 2 premiers incubateurs. Alors tout ça, c'est pas limité, hein, c'est les premiers acteurs qui ont participé sur la première édition de 2020 et sur les actions qui ont été faites sur 2021. Mais ne limitez pas à ça, bien au contraire, l'objectif c'est d'élargir. Donc à travers les 2 incubateurs, des challenges ont été organisés. Parmi eux, 2 challenges, 3 challenges, un food tech qui a été organisé par l'Incubator et A3C qui était dans le cadre de la COP26 dans les changements climatiques, hein, évidemment, avec tous les aspects sur la sécurité alimentaire, etc. Et le Safe Food qui était aussi un challenge autour de la sécurité alimentaire et le gaspillage alimentaire, mais avec un aspect un peu intéressant où il a été fait une étude sur le comportement sur tout le territoire national par les études, dans une logique de sensibilisation, d'apprentissage à réaliser des études. Le forum aussi, aujourd'hui c'est une charte graphique, donc c'est une marque déposée.
qui a été un peu créé dans cette logique. C'est une dénomination autour d'une continuité de la chaîne alimentaire. Alors oui, on a gardé un peu, comme le parrain était la pêche, on a été un peu influencé par les poissons de la pêche, donc on est resté un peu pêche, mais on lui a donné un côté un peu intéressant et vivant. Alors, et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'annoncer la création de la plateforme web, donc un site web, une plateforme, qui permettra en fait à toutes les parties prenantes voulant participer donc, aux efforts du forum et s'inscrire et devenir membre du forum, de s'y diriger et s'inscrire. Donc le forum, le website s'appelle AGA-Food-Security-Forum.com. Le QR code que vous voyez depuis tout à l'heure, si vous le scannez, il vous enverra là-bas. Donc le forum, le site web vous permettra d'avoir accès à une médiathèque, bien évidemment, les objectifs, etc. dont je parlais tout à l'heure, mais surtout une médiathèque, des actualités, un blog qui sera alimenté par les membres, et d'adhérer et d'avoir un plan contact. L'adhésion, il y a un espace privé où vous pouvez adhérer. Il y a 3 types d'adhésion. On l'a segmenté autour des. Tout à fait à votre droite, vous avez les startups, les PME et les incubateurs. Au milieu, vous avez les clubs estudiantins, les challenges qui peuvent être créés, qui voudraient avoir un parrainage du forum. Et tout à fait à votre gauche, c'est tout ce qui est institutions, ONG, chercheurs, universités qui voudraient y participer. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc vous pouvez le voir sur mobile ou sur web. Et vous pourrez y avoir accès et participer, comme je disais, aux travaux du forum, du Food Security Forum. Donc ça c'est le draft, donc l'objectif a été alimenté. Par exemple, cette présentation est déjà disponible sur le site web. Donc je rappelle, c'est aussi présent sur les réseaux sociaux, et je rappelle, c'est AGA Food Security Forum. Voilà, il reste qu'un seul nom. Merci. Je me présente, M. Gabriel Hamid, je suis sous-directeur au niveau du ministère de la Pêche. Je suis membre de la Commission nationale de l'organisation des projets innovants, start-up et incubateurs. C'est donc la continuité. M. Foroké, ça fait presque quelques jours, une année la création du forum. Et la plateforme, c'est une manière de donner la continuité. Aujourd'hui, même la présence des acteurs de l'écosystème, il y a des incubateurs, c'est aussi même des experts. Il y a aussi pas mal de startups et des incubateurs, des canaux في البرميل la sur l'innovation dans la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, c'est des startups labellisés. Mais il y a encore un c'est parmi nos partenaires et à travers la plateforme. Il y a eu même des pays qui ont été reportés à l'international. On félicite Sahel Ziad Fattah, l'incubateur pour le premier leader dans le cadre du groupement sous-ouest-med, par la première initiative dans le cadre de l'économie bleue. Ils ont été imprimés par l'FAO, l'incubateur géré par Brody, et aussi l'incubateur, et grâce aussi des acteurs à travers le forum, comme des acteurs qui contribuent à la sécurité alimentaire. Donc, في ظرف وجيز أقل من سنة الحمد لله نوصي حمل الرياليزاسيون يكون الدولة تاع هذا الشيء إن شاء الله البلاتفورم حتكون منصة اللي تجمع باسكو aujourd'hui on passe l'écosystème c'est sectoriel, c'est l'INVA, c'est l'ISMAL, c'est les différents départements ministériels et c'est tous les acteurs derrière maintenant. Aujourd'hui la digitalisation, la numérisation, c'est pas un truc de luxe, mais c'est une nécessité de travail. On peut même vraiment, à travers la plateforme, accompagner les différentes initiatives. Les femmes, aujourd'hui, les femmes, les 40, les 50%, ils ont été découverts à travers le webinaire et à travers les challenges qui ont été organisés par l'incubateur et par le Préco et différents événements à travers aussi l'ISMAN. 50%, ils ont été découverts à travers ces événements.
Inch'Allah, à travers les prochaines éditions, à travers d'autres propositions par les experts sur des thèmes plus pointus que le chiffre qui va nous donner plus d'explications. Inch'Allah, c'est là qu'on va améliorer les choses. Inch'Allah, nous trouvons dans le cadre des segments, des sujets les plus pointus. Inch'Allah, il faudra merci beaucoup. Monsieur le Président, on va lui donner 2 minutes à notre ami Khalizi va nous parler de la deuxième édition du Food Tech Challenge. C'est monsieur Khalizi Abdelkaf, le directeur d'incubateur Incubator. Je suis très ravi d'être parmi vous et d'avoir été invité par M. Ferroé pour assister à cet événement qui est très très important pour nous. En tant qu'incubateur et programme national d'accompagnement des startups, le Startup Challenge, à travers lequel nous avons lancé sous l'accompagnement de M. Ferroé à travers le ministère de la pêche et des productions halieutiques en début d'année, le Food Tech Startup Challenge qui englobe 3 thématiques, l'agritech, l'aquatech comme thématique principale, mais aussi la sécurité alimentaire, un programme qui a été monté en collaboration avec l'implication des différentes parties prenantes de l'Algeria Food Security Innovation Forum qui ont participé à la constitution des thématiques, des problématiques, qui nous ont permis enfin de recenser pendant de 200 startups qui étaient dans les 3 thématiques, qui ensuite ont été accompagnés durant l'opération, mais aussi à travers des subventions, on va dire, à la fois financières, mais aussi à l'accompagnement auprès des partenaires, mais aussi notre incubateur. La réussite de l'opération en question est justement le fruit de cette collaboration à la fois publique-privée, mais aussi l'implication de toutes les parties prenantes. À l'exemple de M. Karim Blori, qui était notre coach aussi il y a quelques années quand on a fait le début dans l'accompagnement entrepreneurial, Mme Slimani aussi, qui est présidente de notre comité scientifique de l'incubateur. Donc cette collaboration, cette coopération permet une certaine efficacité dans les opérations qu'on lance et qui nous ont permis également de remporter un prix qui n'est pas uniquement le nôtre, mais il appartient à tous ceux qui ont participé au développement et à la concrétisation de ce programme Food Tech Startup Challenge qu'on va aussi enrichir l'année prochaine et développer pour lancer une deuxième édition encore plus importante en matière de thématiques qu'on va aborder et d'implication, on va dire, des différentes parties prenantes. C'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour vous rencontrer, c'est pour échanger avec vous et entendre, assister à vos présentations qui étaient très très intéressantes. Nous ne sommes pas du domaine de la sécurité alimentaire ou de l'agriculture, on apprend avec vous, nous sommes dans l'accompagnement entrepreneurial et cette complémentarité nous permettra d'aller vers l'avant. Merci beaucoup et merci M. Ferroé pour cette occasion. Les orientations stratégiques de la politique d'innovation par le Dr Ferroé. Alors, vous avez 15 minutes. Là, j'ai 15 minutes, je vais essayer de les respecter. 15 minutes et il est 45. Il est 45. Alors, je m'excuse qu'on ait fait tout ce tour. Mais ce tour avec mon collègue ce matin était vraiment important. Parce que quand on parle de sécurité alimentaire, on parle des systèmes alimentaires. Alors, le système alimentaire aujourd'hui, c'est 1/5 de la sphère réelle. C'est-à-dire c'est pratiquement 1/5 de l'économie. C'est des millions d'acteurs. C'est 3 millions d'acteurs au moins. En comptant de l'agriculture, parce qu'on a fait nos amis tout à l'heure avec leur focus sur les exploitations agricoles, aux entreprises. Il en a pris 33 000, mais en fait il y en a 57 000 quand on compte les services. Et voilà, toute cette quantité d'aliments, il faut la transporter, il faut la transformer, il faut la vendre en détail. Alors ça fait aujourd'hui une grande partie de l'économie algérienne. Sur le plan de la consommation, c'est 40% du budget des ménages. On consomme à peu près 10 000 milliards de dinars. La consommation alimentaire, c'est 40%.
Donc vous voyez très bien, donc c'est aujourd'hui une grosse machine. C'est ce qui me mène à ça. Alors ça, c'est un prix Nobel d'économie qui disait « Big science must deploy to meet big problem ». Voilà, donc j'aurais utilisé, bon, ça c'est, il l'a dit en 1967, aujourd'hui on aurait remplacé le terme science par knowledge, quelque chose d'encore plus ouvert. Alors, je m'amusais à dire quand j'étais dans l'agriculture qu'on a à peu près 1 million d'agriculteurs. Et chaque agriculteur a un problème derrière, un problème devant. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2 millions de problèmes. En faisant donc, on ne comptant pas ceux qui... Alors, imaginez, les innovations, c'est quoi? C'est des solutions à des problèmes. Donc voilà, il y a un grand potentiel, je pense qu'il y a un regard à peut-être ouvrir pour éviter de s'enfermer, peut-être que dans un segment de ce qu'on parlait aujourd'hui. Alors, ça m'a mené vers ça parce que je voulais quand même vous en parler, c'est le MOIP. C'est puisque là, nous, dans notre projet, on est plutôt politique publique, on analyse l'innovation sous l'angle de politique publique et de prospective. Ça, c'est des outils qui ont été développés, je ne sais pas si vous connaissez la mission Apollo, c'est développé dans les années 60. Donc, notamment dans le domaine du spatial et du domaine de la défense, mais Freeman les a appliqués pour l'innovation, pour les politiques d'innovation. Au lieu d'avoir des politiques publiques qui sont presque génériques, qui vont partout et qui visent, on a des missions. On se trace une programmation. Donc, et pour moi, la sécurité alimentaire durable, c'est une mission. Donc, il faut pouvoir organiser la réponse et les solutions autour de programmes. Pas le faire de manière comme ça, très éclatée, très émiettée, de manière très occasionnelle. Tout à l'heure, on parlait du forum. On voit très bien ce que dit José là tout à l'heure. Très peu d'interactivité entre les entreprises, très peu d'interactivité entre le monde de la recherche, le monde des solutionneurs et les entreprises. Les agriculteurs, on considère que c'est des j'allais dire en parenthèse, des pauvres boucs, les femmes rurales à la maison. Donc voilà, on est dans cette espèce de système assez fermé. C'est pour ça que je pense qu'il faut développer des initiatives pour créer de l'interactivité. Il faut créer des espaces où des gens qui posent des problèmes et des solutionneurs puissent pouvoir interagir. Alors, ce n'est pas à l'échelle de le faire que dans des petits endroits très, je dirais, très bien meublés. Il faut le faire sur le terrain. C'est pour ça que pour la pêche aussi, il y a peut-être des études à mener. Il y a beaucoup d'innovants dans la pêche et l'aquaculture. Voilà, mais il faut aller voir les déterminants, il faut aller voir aussi comment ils innovent. Alors, moi, je présenterai ma communication en 3 parties. Pour l'instant, je vais me faire la partie 1. Après, avec les collègues qui présideront les tables rondes, je passerai aux 2 autres parties, puisque je les introduis à chaque fois. Alors, notre projet, nous, on est parti aussi d'évaluation d'impact des politiques, puisqu'on a fait une évaluation d'impact de la politique d'innovation. Mais voilà, sur les 20 dernières années, celle qui était existante, c'est la RSDT. C'est celle-là qui était le vecteur de l'innovation depuis la loi de 98. Bien sûr, il y a l'émergence de la politique d'innovation avec la création du ministère de l'économie et des startups, avec son propre contenu, ses propres instruments. Et bien sûr, celle-là, elle va continuer aussi à se mettre en place. Alors nous avons dans le projet fait essentiellement des analyses autour de... On a un index qui s'appelle Global Innovation Index qui classe les pays avec un certain nombre de sous-indicateurs. C'est toujours intéressant de regarder comment on est classé. Donc nous avons cette évaluation de la RSDT, mais je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui parce que ça prendrait énormément de temps. Donc je voudrais surtout être autour de cette question du système d'innovation qu'on va tout à l'heure aborder.
Pour la prospective, on a déroulé la méthode des gestes. Donc avec ces 6 étapes, donc en se posant la question, comment l'innovation pourrait être un vecteur de changement et de transition vers des systèmes, un système de sécurité alimentaire durable. Donc dans le système, il y avait bien sûr l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire, donc c'est ce qui la compose. Donc on a fait l'ensemble des étapes, l'ensemble, puisqu'une partie de l'équipe du projet est là, et nous avons identifié les mesures sans regret, avec les orientations stratégiques pour le futur, en s'inscrivant dans le scénario, dans les 4 scénarios. Hein. Donc, bien sûr, ce n'est pas suffisant parce qu'on reste au niveau des orientations stratégiques globales. C'est pour ça qu'on a utilisé la prospective stratégique, les outils notamment sur les analyses de sensibilité, robustesse, flexibilité, pertinence, avec des analyses croisées qu'on a pu faire. On verra après, je présenterai les résultats, au moins sur le plan des orientations stratégiques, pour ne pas aller dans le détail. Le schéma vous paraît assez compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas très dur à faire. Hein. Voilà, il faut juste, c'est une méthodologie à suivre. Parfois, qui utilise aussi des outils qu'on connaît, comme les SWOT. On utilise aussi des méthodes connues. Mais les analyses permettent justement de voir quelles sont les robustesses qu'on a sur un certain nombre d'orientations stratégiques. Je vais juste aller relativement rapidement pour rappeler, parce que ça nous servira dans nos discussions tout à l'heure pour le futur. Voilà, on sera 60 millions, il y aura plus de température un peu partout, on aura moins de réserves fossiles, on sera déjà dans la transition, j'espère, de réserve. La consommation en énergie passera à 128 millions de TEP en 2040, ce qui est l'équivalent à peu près de ce que nous produisons. Donc ceux qui font des projections disent qu'en gros, à partir de 2040, on ne pourra plus exporter si on est sur ce train de 128 millions de TEP. Et quand on regarde les études prospectives, aujourd'hui on est sur une projection d'un PIB à 1,8% entre 2020 et 2040, ce qui est relativement assez bas et qui ne permet pas de créer de l'emploi, de créer de la valeur. Donc voilà, ces fractures sont importantes. On a encore 50 ans de croissance démographique jusqu'au moment où ça va recommencer à baisser. Donc, notamment à partir de 2025, où on reviendra au taux de croissance de 2002. Parce que 2002, après, voilà. Donc, on a encore des bouches à nourrir qui vont arriver et qui continueront à créer de la tension sur la demande. Bien sûr, on a ce décalage urbain-rural qui crée beaucoup de tension pour les systèmes alimentaires, parce qu'il faut faire arriver de l'aliment jusqu'au niveau des ménages urbains, mais avec la qualité, la traçabilité, avec toute la logistique que ça demande. Peut-être que le segment qui sera le plus sous tension, c'est le segment de la logistique et de la commercialisation. Donc il faut regarder aussi ces segments, il ne faut pas rester que sur les autres segments. On sera plus vieux, ça c'est clair. L'âge médian en 2050, ça sera 37 ans. Donc, plus on est vieux, plus par la population vieillit, plus voilà, ça a des incidences, des conséquences. Et quand on regarde là sur comparaison de rendement de blé, ça c'est pour les légumes secs, ça c'est pour le lait. On fait le différentiel de rendement entre avec l'Union européenne, c'est nous l'Algérie, avec l'Union européenne et en 2000 et 2019. On voit très bien que les évolutions sont très lentes, hein, moins 40 quintaux de différentiel, pratiquement l'écart il est encore très négatif. Hein. Ça c'est l'évolution de la demande alimentaire globale, en milliards de kilocalories par an. Voilà. Donc on est à peu près là. Et c'est le gap qu'il faudra encore produire presque de manière mécanique. Hein. C'est la croissance démographique. Voilà. Mais si on voit en 2000, c'est le double.
C'est le double de l'offre qu'il faut, si on prend la référence de 2000, avec à peu près les mêmes superficies, avec à peu près le même nombre d'exploitations, avec à peu près le même nombre d'entreprises. Donc voilà, il y a un gisement pour la productivité, un gisement pour l'amélioration de l'efficacité des différents segments qui est très important. On va regarder 3 scénarios rapidement, hein, parce que ça, nous, dans le projet, on n'est pas encore arrivé à quantifier. Voilà. C'est des scénarios qualitatifs. Mais il y a un travail qui a été fait par la FAO, puisque c'est une plus grosse boîte et que voilà, un travail avec plus de comment dirais-je, de moyens. Eux, ils ont fait des scénarios en 2050 avec 3 scénarios. Celui-là ressemble beaucoup à celui que nous on a en scénario 3 et qui permet cette quantification. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous avez le scénario tendanciel qu'on appelle souvent business as usual, un scénario plutôt vert qui est un scénario de durabilité et un scénario un peu éclaté, strategic society, ça veut dire une société à 3 vitesses, non-durabilité, etc. Donc ça c'est décrit, je ne vais pas revenir dessus, mais ce qui est intéressant dans le travail de la FAO qui est accessible sur Internet, donc c'est qu'eux quantifient les scénarios. Alors ce qui est en vert, c'est bien sûr, ça c'est pour l'Algérie, c'est les projections pour l'Algérie à 2050. Donc ce qui est en vert, c'est le scénario, bien sûr, durabilité, scénario tendanciel, c'est l'orange, et le scénario rouge, c'est plutôt le scénario qui n'est pas très bon. Alors là, on a justement ces dilemmes qui peuvent être des formidables problèmes pour les innovateurs, pour les propositions d'innovation. Puisqu'on a un dilemme entre l'extension des terres cultivables et la protection des terres. C'est clair, pour pouvoir augmenter l'offre, il va falloir étendre encore la superficie agricole utile. Mais si on l'étend dans les terres les plus mauvaises, si on défriche les forêts, si on défriche la steppe, c'est ce qu'on a fait en partie pour ces dernières années, donc ça diminue la durabilité bien sûr de l'agriculture. Et là vous avez des chiffres avec des espèces, on part de 8,4 millions d'hectares à 2012, on devrait avoir au moins 9,2 dans le scénario 3 pour pouvoir assurer les besoins en matière de calories. Là, vous avez productivité, durabilité, c'est surtout les rendements, c'est l'évolution sur les rendements, avec les 3 scénarios qui sont calculés. Il y a un enjeu aussi ici qui est très important, c'est l'intensité culturale pour les agronomes. Voilà, soit on fait 3 cultures sur la même superficie, ou on fait de la monoculture, mais on s'étend de manière... Donc là, il y a beaucoup de propositions à faire pour mieux valoriser les superficies agricoles. Alors, cette manière de voir pourrait s'appliquer à ce que a dit tout à l'heure le professeur Grimas, c'est-à-dire pour la pêche, l'intensité culturelle, ce serait l'intensité aquacole dans les zones qu'on prendrait en mer pour pouvoir concentrer une production, et ça serait l'aquaculture d'eau douce qui permettrait, ou l'aquaponie qui permettrait d'avoir la même production avec la même eau et dans la même superficie. Vous m'avez suivi, gars? Normalement. Voilà. Donc il faut apprendre à développer des modèles de production qui permettent d'utiliser pour la même ressource et de la valoriser pour 2 productions. Ce qui permet de diminuer, bien sûr, l'empreinte carbone ou l'empreinte écologique. Là, vous avez des projections qui sont faites sur essentiellement l'offre supplémentaire que ça demande, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est la valeur de la production qui est calculée à 2050. Bon, on va aller directement... ça, c'est le classement du Global Innovation Index 2020 qui classe l'Algérie à la 121e place, sur 135 à peu près.
Mais quand on regarde dans le détail, on va se rendre compte qu'on a plutôt un problème d'output qu'un problème d'input. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup dans l'éducation, dans la recherche, dans le système. Mais en output, nous avons peu de sorties. Donc aujourd'hui, il faut améliorer l'efficacité du système. Ça c'est clair. Hein. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, dans la démarche de la durabilité, bien sûr, il y a un certain nombre d'idées que nous défendons. Alors, les innovations ne sont pas, par définition, des solutions de changement socio-technique contextualisées. Donc, c'est quand même un élément important à intégrer. Il n'y a pas d'innovation technique, ça n'existe pas. L'innovation technique n'existe que dans l'esprit d'un certain nombre d'analystes. L'innovation est par définition socio-technique. Ça veut dire qu'elle s'insère dans un rapport de travail, dans un contexte territorial, dans un contexte historique. Donc c'est très important au départ de l'apercevoir sous cet angle-là. Parce que souvent, on va l'apercevoir sous l'angle technologique essentiellement. Les innovations au sens large, c'est l'approche qu'on a développée en tout cas dans le travail. Voilà, je ne sais pas qui est-ce qui disait tout à l'heure, l'innovation, c'est aussi l'innovation organisationnelle, c'est l'innovation institutionnelle, c'est l'innovation bien sûr technologique, ça c'est clair. C'est aussi le high-tech et le low-tech. Bon, tout le monde sait que moi je suis un grand défenseur du low-tech, parce qu'il y a un grand potentiel, il y a un grand gisement dans le low-tech qui est en termes de cible. Voilà, dans le projet CREAD, nous avons identifié 4 scénarios. Bon, on a ajouté celui-là, en fait, hein, si on compare avec les scénarios de l'AFA. Donc, une espèce de scénario idéal. Mais en fait, on retrouve les 3 scénarios, mais contextualisés au cas algérien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des scénarios globaux au sens... Alors, c'est ce scénario un peu de durabilité. On a une population à 60 millions, des systèmes productifs intensifs qui sont raisonnés, en tout cas projetés dans cette optique, des changements climatiques qui sont atténués. Donc, on a un plan climat qui fonctionne bien avec nos amis de l'environnement qui vont faire beaucoup d'efforts. Une politique proactive et forte en matière de sécurité alimentaire. Des régimes alimentaires qui vont aller tendanciellement vers ce qui est le sain, régime alimentaire qui, avec un badge qui va nous améliorer tout ça. Des modèles économiques basés un peu plus sur la diversification économique, un mix énergétique moyen. Donc voilà, on fait des hypothèses pour chaque facteur ou chaque déterminant. C'est comme ça qu'on construit un scénario. Donc, voilà, normalement j'ai terminé pour vous expliquer un peu ce que nous avions fait dans le projet, en tout cas pour cette dimension de construction des scénarios, de prospective. Bon, je vous rappelle que pour remplir le questionnaire, parce que c'est quand même toujours intéressant de voir comment les gens perçoivent un certain nombre de faits. J'espère que ceux qui sont là vont tous remplir. Si vous ne l'avez pas encore rempli, donc j'insiste encore une fois parce que ça nous permet d'avoir une vision un peu des choses. Alors le lien, il n'y a pas de problème, je vous l'ai envoyé. Hein. Ceux qui ne l'ont pas, vous me dites, je vous le renvoie encore. Donc il n'y a aucun problème lors de la pause. Voilà, on a essayé cette matinée de regarder ensemble et de faire intervenir ensemble, bien sûr, plusieurs collègues qui avaient travaillé sur cette question d'innovation, vu à travers le terrain et ce qui se passe au niveau de l'agriculture, au niveau aussi de l'industrie de transformation, au niveau des catégories, parce que les femmes rurales sont une catégorie importante. Et moi, je pense que c'est vraiment une porte d'entrée clé dans l'alimentation. J'ai toujours صحاب لابيش انا كنت نحضر عندهم كانوا ياكلوا المياه العذبيه يجيبوها للرجال ياكلوا. Alors ça m'avait étonné au départ.
quand j'étais au ministère de la Pêche. Donc, les événements, je pourrais moustache, les poissons d'eau douce. Un jour, je leur ai fait la remarque. Je leur ai dit aujourd'hui, c'est les femmes qui sont l'élément clé de l'entrée des produits, des ingrédients et de nouveaux produits dans le régime alimentaire. C'est pas les hommes. Dans la plupart des régions, c'est les femmes. Donc je pense que cette dimension genre, elle est très importante à prendre en charge dans les projections de sécurité alimentaire durable. Les zones où on va mettre le béa. Ah, mais j'ai quand même, c'est un cas on va faire une enquête. On fera une enquête de proximité. La chose tu peux imposer. Non, la liste. C'est pour ça que les femmes sont un point très important pour les régimes sains, pour même la sécurité alimentaire durable, etc. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer, même pour la production halieutique, pour l'aquaculture d'eau douce qui est souvent suppose une évolution en termes d'habitudes alimentaires. Voilà, on a essayé un peu de vous mettre en situation d'avoir des matériaux. On va les discuter avec M. le Président pendant quelques minutes de ce qui était prévu pour cette séance. En deuxième partie, on va se mettre autour de 2 tables rondes, ce qui nous permet d'échanger, parce que l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de partager avec vous et de voir comment vous percevez un certain nombre de questions et un certain nombre de problématiques. C'était une manière aussi d'enrichir les résultats du projet, d'enrichir un peu le travail qu'on a fait au cours de ces derniers mois. Donc autour de cette question de la prospective et d'innovation. Bien sûr, on compte aussi que ça se passe aussi dans les deux sens. On est porteur aussi d'initiatives. Je pense que l'idée du forum, on aimerait bien aussi qu'elle puisse se développer, qu'on puisse avoir justement des instruments. Il faut instrumentaliser aujourd'hui ces interactions. Il faut qu'on ait des lieux numériques, des plateformes, des événements qui permettent justement de développer cette interactivité entre les acteurs. Voilà, Monsieur le Président, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, vous avez utilisé seulement 11 minutes de plus. C'est tout. Pour un économiste, c'est très bien. Très bien. Voilà, donc merci beaucoup et maintenant on passe, je pense, au débat. Oui, mais est-ce que, je vous pose une question, l'intervention de M. Belaïd qui se fera, qui est prévue en midi 45, est-ce qu'on ne peut pas profiter des affaires maintenant? Alors, M. Belaïd, il devait nous envoyer son enregistrement, mais on a eu des difficultés pour pouvoir le télécharger. Mais c'est pas grave, je mettrai sa contribution dans le paquet des communications, parce que M. Belaïd vient de sortir un ouvrage sur l'agriculture qui est très intéressant. Et notamment, il est revenu sur un certain nombre de situations, de territoires très innovants et de situations innovantes, que ce soit en Tunisie, en Maroc et en Algérie. Il m'a envoyé un papier d'une 20aine de pages où il revient sur ces éléments-là. Je le mettrai dans le document que vous puissiez. Il a parlé d'une belle expérience en Tunisie sur une coopérative autour de l'eau et de la gestion durable des ressources en eau. Une belle expérience que vous connaissez tous du web autour bien sûr de la construction des pivots, des petits pivots pour la pompe de terre. Et il décrit tout le process, comment il a démarré à partir d'un simple électromécanicien qui sort de la formation professionnelle. Demain, on a avec elle un panel. Moi, je suis sûr que l'apprentissage, c'est un grand gisement. C'est
c'est important d'intégrer ces expériences parce qu'aujourd'hui, et je termine avec ça, il y a un regard que nous devons développer sur les acteurs qui nous permettent de pouvoir bien construire les politiques d'accompagnement. On a deux manières de le faire. On n'a pas 36. Soit on continue à faire de manière normative, en regardant essentiellement au-delà de la mer. Je ne suis pas contre, mais voilà. Je suis pour qu'on regarde aussi chez nous. On a énormément d'expérience sur le terrain. Bon, Karim n'a pas eu le temps d'en parler, tout ce qu'il fait à Char, tout ce qu'il fait à Tamanrasset, tout ce qu'il fait dans certains endroits. Voilà, on a énormément de bonnes pratiques, de bonnes choses qui se font, et à mon avis, c'est pour ça que je pense que l'étude créa doit continuer. Il faudrait avoir encore d'autres zones à enquêter, peut-être une autre manière aussi de questionner, parce que ces éléments-là nous donnent des repères pour pouvoir construire de bons instruments d'accompagnement. Sinon, on continuera à faire du normatif, voilà, qui n'est pas toujours très efficace. Voilà.